Tout va bien, Madame la Marquise. C'est ce qu'on vient de me souffler à l'oreille. Alors, pas de souci, amis, alliés, complices du balado décrypteur. Salut. Salutations aussi à nos détracteurs qu'on aime bien, qu'on aime d'amour et de cœur. Salut, Jeff et Nicolas. Salut. Salut. En forme? En forme. Toujours. Ah, j'aime ça entendre ça. Et ça tombe bien parce qu'on a un épisode quand même assez costaud cette semaine. Toujours. Beaucoup de choses. Forte saveur électorale. Ben, bien sûr. Bien sûr. Mais choses- vous admettrez quand même que cette campagne fédérale-ci, elle est quand même plus captivante. Plus intéressante peut-être à quelques niveaux pour nous, justement à cause de cette plus grande transparence des instances fédérales en ce qui concerne l'ingérence étrangère. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais. On va en parler aujourd'hui, mais ça nous donne plus de pain sur la planche, quoi. Oui, plus de pain sur la planche, mais vraiment, il y a matière à précision, à nuance. Vous allez le voir au cours de cet épisode. Comme toujours, on revient sur les commentaires, toujours très nombreux qu'on reçoit dans la section tout juste en bas du vidéo YouTube. Les décrypteurs, la meilleure chose qui existe sur Internet, pas juste le web, mais bien l'Internet. Hey. Wow. Merci. Wow. Sur l'Internet au complet, là. J'aurais même pas la prétention de dire ça. Moi non plus, j'aurais jamais la prétention de dire ça, au grand jamais. Merci beaucoup. Mais c'est avec beaucoup d'humilité qu'on accueille ce commentaire-là, tout comme le suivant. Ça, j'aime bien parce qu'on s'introduit forcément, étant donné le médium, dans le quotidien des gens. C'est maintenant une tradition pour moi de vous écouter en faisant le ménage chaque samedi. Merci, je vous encourage à continuer. Alors... il dit, c'est le dernier. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais écouter en passant la balayeuse? Ce n'était pas le dernier la semaine dernière, balado décrypteur. Au contraire, on est là jusqu'au mois de juin. Ça, c'est sûr et certain. Et on sera revenu pour la saison prochaine à compter du mois de septembre. Et là, il y a une autre personne qui nous dit toujours aussi pertinent, j'ai déjà hâte à la saison 7. Je pense qu'il y a une petite confusion qui s'incruste entre l'émission, les décrypteurs, et le balado des décrypteurs. Voilà. Donc la Saison 3 du balado, saison 7 de l'émission. saison 2 du balado. Oui, mais l'année prochaine, ça sera la saison OK, oui, 3. d'accord. Mais la saison télévisuelle est terminée. Oui. Sauf que là, le balado se transporte à la télé pour quelques épisodes. Donc, Voilà, c'est très clair. C'est très clair. On aime ça être sur plusieurs plateformes. Hein, c'est très clair dans nos esprits, comme vous pouvez le voir, en espérant que ça soit dans le vôtre. Un autre commentaire, et c'est une recommandation de lecture qu'on reçoit ici de la part d'une personne qui nous dit « Je vous recommande le roman québécois L'homme de trop », qui vient tout juste de paraître. Ça parle de littérature et d'imposture à l'ère de l'IA et aussi d'enjeux que vous avez soulevés au fil de nos épisodes. Donc, recommandation de lecture. C'est l'histoire d'Augustin, un écrivain québécois, semble-t-il, très peu inspiré, qui accepte la proposition d'une entreprise technologique qui est finalement de publier un livre à l'aide de l'IA, entièrement et secrètement, en fait, conçu par IA. Mais vous savez quoi? Ça vient de se produire Ah ouais? en Europe. Et là, je vous avais dit dans un épisode, il y a quelques mois, j'avais évoqué le concept d'hypnocratie. Ouais. Puis tu avais trouvé ça bon, hein? ouais, c'est bon. Ben, je me fiais sur Jian Wei Sun, qui avait publié un livre intitulé Trump, Musk et la fabrique du réel. C'était un essai d'un philosophe, semble-t-il, disait-on, originaire de Hong Kong, qui, en décembre dernier, y est allé de ce livre, qui s'est mis à être cité par des chercheurs. On l'a évoqué dans des discussions philosophiques, politiques, et c'est devenu parmi dans le palmarès des livres les plus vendus en Italie, parce qu'il était traduit par un auteur italien. Alors, ça parlait de l'hypnocratie, un régime qu'il présente comme un nouveau système politique qui opère par la manipulation des états de conscience par le biais notamment de l'intelligence artificielle. Alors, ce philosophe hongkongais n'existe pas. On l'a appris cette semaine. Donc, c'est celui qui traduisait, soi-disant, son œuvre et celui qui l'a co-rédigé avec une IA, avec 2 plateformes, 2 robots conversationnels d'IA, entièrement. Wow. Attends, c'est un Italien? C'est un Italien. Est-ce qu'on sait qui est derrière ça? Oui. OK. Oui. Parce que, tu sais, il y a eu plein de canulars comme ça qui proviennent de l'Italie. Oui. Il y a une grosse culture des canulars en Italie. Tu sais, il y a le gars qui crée des faux comptes Twitter, X, de personnalités publiques. Oui. Il y a plein de journalistes qui se faisaient avoir là, dans les dernières années, là, comme ils créent le compte X du pape ou quelque chose comme ça, puis le monde se fait avoir, ça vient d'Italie. Il y a une grosse culture de ça. Là. Fait que je me demandais si c'était les mêmes gens. Non, c'est pas les mêmes gens. C'est lui-même qui l'a dévoilé, l'auteur? Ben là, c'est sorti dans un magazine, l'Espresso, qui dévoilait ça. Lui est revenu à la charge en disant ben écoutez, oui, je confirme, c'est moi. Puis bon, il précise que c'est de la
co-rédaction, c'est-à-dire que c'est en dialogue avec les outils d'intelligence artificielle. Ben, c'est sûr que l'outil l'écrit pas tout seul. Exactement. Mais là, il y a un problème. Ouais. Et ça s'appelle les lois européennes qui interdisent ce genre de production, notamment littéraire et textuelle, sans la mention de l'utilisation de l'IA. Alors, ça soulève un débat. C'est tellement méta. C'est tellement incroyable, cette histoire-là. Je n'avais pas dit que je vous en parlerais, mais en tout cas, ça a habité pas mal mes pensées parce que moi-même, j'avais dit, je me trouvais, hey, hypnocratie, c'est pas mal comme concept pour décrire ce qui se passe. Fait que genre, hypnocratie, ça a été inventé par une IA, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ou co-inventé. C'est ça. Donc, Skynet est réel. Genre, il y a un concept qu'on trouve qui décrit bien ce que l'IA est en train de faire à la société, puis ce concept-là a été créé par une intelligence artificielle. En tout cas, on allègue ça. OK, c'est beau. Je sais pas quoi dire de plus. Non, mais j'adore le début de notre conversation de cette semaine. On va ramener ça à quelque chose de plus terre à terre. On s'est dit, récemment, en fait, Nicolas a proposé un pacte entre nous, des crypteurs ici autour de la table. Nicolas, j'aimerais que tu me présentes ce pacte qui concerne TikTok. On n'en parle plus. Non. On parle plus de de la vente de TikTok aux États-Unis parce que pour la millième fois la semaine dernière, on a fait un suivi là-dessus. On a dit la date limite approche. Et là, finalement, la date limite est arrivée. Samedi, on a décidé de repousser l'échéance de la vente de 75 jours encore. Fait que là, ça niaise beaucoup. Là. Non. C'est à chaque quelques semaines, on dit on va suivre ça, on va suivre ça. Regarde, quand l'entente sera conclue, on va en parler. Sinon, non, c'est fini. Là. C'est comme Nicolas dit, c'est du niaisage. Ça fait comme 3 fois qu'on dit au balado, tu sais, là, on enregistre le jeudi, puis samedi, ça va probablement déjà être conclu. Fait que non. OK, regarde, on en reparlera quand ça sera chose faite. Quand il y aura un deal, un big deal, là, on va... Lors de celui-ci. Ça, c'est l'autre pacte qu'on avait. Tu fais plus d'imitation de Donald Trump. Je peux plus, OK. Bon, je me fais punir. Parlons maintenant un petit suivi aussi à une thématique qu'on avait suivie. Path of Exile 2, Elon Musk. Hein? Est-ce que c'est un... Comment on dit ça, un God Gamer? Non. Là, non, ce ne l'est pas. Pour ceux qui se rappellent pas de la saga, Elon Musk disait qu'il était un des meilleurs à Path of Exile 2, un jeu de rôle qui ressemble beaucoup à Diablo. Puis, les gamers se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas super bien jouer, puis fort probablement, il avait payé quelqu'un pour booster son personnage, disons. Il l'a admis par la suite que oui, il avait payé quelqu'un pour booster son personnage. Bref, récemment, Elon Musk testait la connexion Starlink sur son jet privé, puis il se streamait en train de jouer à Path of Exile. Puis la communauté gamer a pas super bien réagi. Premièrement, il était poche. Il jouait à hardcore mode, puis il mourait au début du donjon. Donc ça, c'est un élément. Mais aussi, dans les chats, le monde lui envoie des messages qu'on ne peut même pas répéter parce qu'on va se faire bloquer par YouTube. Mais bon, des propos très désobligeants envers Elon Musk. Il lui disait qu'il allait mourir seul, puis que personne l'aime, puis qu'il n'y a pas d'amis. Ça, c'est les messages les plus gentils qu'il a Les plus gentils, oui, là, tu te censures. Puis finalement, Elon Musk a, comme on dit en bon français, il a rage quit. Fait qu'il a mis fin à son stream. Puis, il a piqué une colère, c'est ça. Voilà. Puis il a mis fin abruptement à tout ça. Ouais, donc je pense pas qu'il y a une carrière de streamer de jeux vidéo devant lui. Ouais, puis une carrière de bureaucrate qui touche peut-être à sa fin. Ça reste à voir. Est-ce qu'on y va pour notre menu du jour? Allons-y. Oui, on y va, parfait. Nicolas l'évoquait tout à l'heure, donc on va vous parler de cette campagne électorale. Ingérence chinoise ou non? Là est la question. Une grosse confusion en ce moment entourant des contenus qui circulent sur la plateforme WeChat. Comment les contenus électoraux sont-ils finalement modérés sur les forums de discussion de la plateforme Reddit? Nicolas s'est posé la question. Ça a donné un article très intéressant. On vous revient dans quelques instants là-dessus. Puis, il faut absolument qu'on vous parle aussi de ce tweet qui a suscité une volatilité extrême sur les marchés boursiers cette semaine. On va remonter le fil, finalement, de toute cette histoire. Et on parlait de jeux vidéo tantôt. N'oublions pas qu'il y a Minecraft, le film qui est présenté dans plusieurs salles de cinéma et qui provoque l'hystérie. C'est parti.
Bon, est-ce que la Chine pilote une campagne d'influence envers l'élection canadienne? La question s'est posée. Ça a même été affirmé par certains sur les réseaux sociaux. Tout ça émane d'un groupe d'experts fédéraux responsables de la sécurité informatique qui ont découvert ce qu'ils croient être une opération, entre guillemets, de la Chine pour donc tenter d'exercer une forme d'influence sur l'élection. Je prends beaucoup de précautions en énonçant ce qui semble se passer, Nicolas, parce que on est face à quelque chose d'un peu flou et on se pose beaucoup de questions sur les résultats de cette volonté de transparence du fédéral. Oui, parce que là, on sait tous les lundis, il y a le groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement visant les élections qui tient un brefage hebdomadaire. OK. Donc là, on était à la 2e semaine. Ils tiennent leur 2e brefage à ce sujet-là. Et justement, c'est dans une volonté d'être plus transparent après cette commission HOG sur l'ingérence étrangère. Donc, on veut partager le plus d'informations possible avec les Canadiens sur de possibles tentatives d'ingérence ou d'opérations de désinformation dans l'élection. Donc, lundi, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une opération d'information sur la plateforme WeChat visant Mark Carney. Et je dis bien opération d'information parce que c'est le langage qui a été utilisé. On ne parle pas ici d'ingérence, on parle... Ben, en tout cas, ils n'ont pas parlé d'ingérence. Ça a été interprété comme tel. Ça a été interprété comme tel, mais on parle de 2 articles, très particulièrement, qui ont été mis en ligne sur la plateforme WeChat. Est-ce qu'un petit mot sur la plateforme WeChat, quand même? Oui, c'est un peu... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est le Everything App Oui, chinois, c'est finalement. une application que la population au Canada connaît pas très bien. Pour la diaspora chinoise, c'est l'application qui fait tout. C'est au cœur de la vie numérique des ressortissants chinois, que ce soit en Chine ou qui habitent ici au Canada. Ils font un numéro de téléphone chinois pour s'abonner à ça. Mais ce on a parlé là, à des personnes d'origine chinoise qui habitent au Canada, ce qu'ils nous ont dit, c'est que tu as besoin d'avoir cette application-là justement pour parler à tes parents ou à ta famille en Chine, mais non seulement ça, au sein de la diaspora ici au Canada, ça se fait tout là-dessus. Non seulement les nouvelles, mais aussi des transferts d'argent, des choses comme ça, des groupes de discussion. C'est comme un WhatsApp, il y a des groupes de discussion, il y a des groupes aussi comme des chaînes où est-ce qu'on peut avoir des informations aussi, fait que c'est pas juste des discussions. Et aussi, on peut payer avec, comme tu dis, j'ai vu par exemple qu'au Sephora, tu peux payer avec WeChat. Entre autres. Ici à Montréal? Oui, ici à Montréal. Donc, il y a plusieurs commerces qui ont ça. Et bref. Et on doit le préciser, là, il y a beaucoup de censure de la part du Parti communiste chinois là-dessus. Si tu parles contre le régime en place en Chine, ton compte peut se faire effacer. Puis c'est très drastique parce que quand ton compte se fait supprimer là-dessus, ben, tu perds contact avec le reste de la communauté. Donc, il faut juste le préciser, il y a un contrôle de l'information là-dessus. Là. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 2 articles qui ont été publiés sur WeChat par le compte de nouvelles le plus populaire sur la plateforme qui s'appelle Yuli Yumian. Donc, un blog anonyme qui ne révèle pas sa provenance. Et ce que nous a appris le groupe, c'est que finalement, ce compte-là est étroitement lié au Parti communiste chinois, étroitement lié à l'État chinois. Ça, c'est la première chose. On nous apprend ça, on lance l'alerte là-dessus, mais qu'il y a 2 articles qui ont été publiés par ce compte-là. Le premier, le lendemain de l'élection de Mark Carney en tant que chef du Parti libéral et donc premier ministre, le 10 mars. Qu'est-ce qu'on dit? Et le second publié le 25 mars. Mais le premier article, c'est un peu comme une biographie de Mark Carney. C'est inoffensif, ça, à première vue. À première vue. Mais tu sais, il y a des termes quand même positifs qu'on utilise pour le décrire. On dit que c'est un économiste rockstar. On dit que c'est le seul adulte dans la pièce. On attribue ces propos-là aux médias britanniques alors qu'il était le dirigeant de la Banque d'Angleterre. Mais donc, on le présente un peu de cette manière-là. On dit que c'est un profil un peu du politicien. Et le second article a été publié le 25 mars, donc peu après le déclenchement de la campagne. Ben, cet article-là, on parle un peu des défis qui se présentent à M. Carney ou même au prochain premier ministre du Canada. On parle de la difficulté qu'on entrevoit avec la relation avec les États-Unis. On parle aussi de ces difficultés en français dont ont parlé plusieurs médias. Ben, ce sont des faits avérés, là. Sont des faits. Mais il en demeure pas moins que ce que le groupe d'experts nous dit, c'est que ces 2 articles-là ont été amplifiés de manière coordonnée et inauthentique. Donc, on parle de entre 85 000 et 130 000 interactions et entre 1 et 3 millions de visionnements. Autrement dit, il y a un réseau derrière ça qui, de façon automatisée, c'est ça, publie massivement. Inauthentique. Inauthentique. Pas tout à fait clair. Ouais. C'est ça. Ça a été
en bon français, c'était boosté. Là. Ouais. Ça a été boosté pour qu'il y ait plus de visibilité sur ces articles-là sur WeChat. Et ce que dit le groupe d'experts, c'est que il y a des informations positives, des informations négatives. Puis, j'ai essayé de comprendre en les contactant. Je dis, qu'est-ce qui est négatif vraiment là-dedans? Parce que c'est pas... Si on regarde ce qui a été dit, le National Post a parlé avec une experte... Stephanie Carbin, qui est une experte en sécurité nationale. Elle a dit, le ton est généralement positif. On parle pas non plus d'articles qui endossent explicitement le candidat. On est loin là, de... Et c'est pas de la désinformation. C'est pas de la désinformation. Non. Je regarde ça, puis ça, pour moi, là, ça ressemble pas à de la propagande de comme « Hey, votez pour cet homme-là, il est merveilleux ». C'est pas du tout ça. C'est quand même assez banal. Je veux dire, parce que la manière que c'est dépeint sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est vraiment comme si ces articles-là servaient à faire élire Mark Carney. Là. En tout cas, personnellement, en lisant ces articles-là, je trouve ça assez tiède. Là. C'est pas négatif. Je veux dire, c'est pas des articles qui le dénigrent ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas... C'est bénin, finalement. Ce que m'a dit le bureau du conseil privé, parce que c'est eux, finalement, qui sont comme un peu les porte-parole de ça. Ils disent, le premier article est plutôt positif, puis le second est plutôt négatif. C'est... Encore là, c'est dur à dire que... C'est dur, selon moi aussi, de dire que le deuxième est particulièrement négatif. Ils ont dit qu'il y avait plus d'exemples aussi, mais qu'ils ne voulaient pas les fournir pour pas davantage amplifier ça. Fait qu'ils sont transparents, mais à un certain point seulement. Ils ne veulent pas amplifier trop. Mais quelle est l'utilité, alors, de mettre ça de l'avant? Parce que là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Jeff, tu y fais allusion, c'est à quel point c'est interprété de toutes sortes de façons. Il y en a beaucoup qui y voient un acte d'ingérence, de la désinformation. C'est ça. Alors, ça porte pas fruit. Beaucoup de médias ont utilisé le genre de langage que le groupe de travail a utilisé pour dire, il y a une opération d'information qui vise Mark Carney, mais on dit pas pour le booster ou pour le dénigrer. T'sais, on reste quand même vague parce que les conclusions, ce qui a été dévoilé par le groupe de travail, c'est quand même assez vague. Mais là, on voit des gens sur les réseaux sociaux dire non, c'est une campagne de propagande chinoise pour faire élire Mark Carney, puis les médias disent pas la vérité. Ils essaient de faire croire que c'est neutre alors que le but, c'est de booster Mark Carney. Honnêtement, on peut même mettre les liens vers les articles. On va les mettre. C'est en mandarin, mais vous pouvez le faire traduire par Google, par d'autres façons. C'est assez compréhensible. Puis moi, honnêtement, puis j'en parlais avec Nicolas, moi, je regarde ça, puis c'est comme ça a été écrit par une intelligence artificielle. Ah, t'as cette impression-là? Ah oui? Là, c'est sûr que c'est en mandarin, puis je le fais traduire en français, mais la structure du texte, ça ressemble à quelque chose, si tu dis, puis j'ai fait l'expérience hier, j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi une biographie de Mark Carney. Ça ressemble à ça. Okay. Je veux dire, l'article mentionne que c'est un économiste rockstar qui est chevronné dans le domaine. Je veux dire... Donc, il y a un long parcours dans le monde de la finance. Puis en Grande-Bretagne, alors qu'il était le chef qui était directeur de la Banque d'Angleterre, je veux dire, il était tout le temps dans les médias. Oui, donc, est-ce qu'on peut interpréter ça comme étant positif envers lui? Peut-être, mais généralement, les robots conversationnels, quand on leur demande de générer un texte, ils vont pas être super négatifs. Donc, est-ce que ça a été écrit par une intelligence artificielle? C'est peut-être DeepSeek. La structure du texte, à tout le moins, là, la façon avec les points comme ça. Le fameux article négatif qui parle des défis de Mark Carney, ça ressemble à ChatGPT. C'est comme... Voici 3 scénarios possibles qu'on pourrait entrevoir entre les relations entre Mark Carney et Donald Trump. En tout cas, ça, c'est une spéculation de ma part. Ça me semble pas écrit par quelqu'un qui a une intention malveillante. Mais malveillante ou bienveillante. Là, on est loin de... Parce que c'est pas la première campagne d'influence sur WeChat. Pendant la commission sur l'ingérence étrangère, on a beaucoup parlé de Kenny Chiu, qui est un ancien élu conservateur qui a été défait en Colombie-Britannique à la dernière élection. Et lui, il a été vraiment visé par une campagne d'influence sur WeChat où est-ce qu'on le qualifiait de traître à la nation, de traître à sa race. Carrément, c'était les termes qui étaient utilisés. Et qui aurait eu un impact sur le résultat. En tout cas, on s'entend que s'il y a une circonscription où est-ce que de l'ingérence a un impact à la dernière élection, c'est probablement celle-là. Marie-Josée Hogg ne s'est pas prononcée définitivement là-dessus, la juge qui présidait la commission, mais disons que il y a eu une influence claire qui a eu lieu. On est loin d'une campagne de dénigrement ou d'encouragement à ce point-là. Il en demeure pas moins que ce que le groupe de travail disait, c'est que leur but avec ça, c'était pas de dire cette campagne-là sur WeChat, ça servait à booster Mark Carney, ça servait à décourager les gens de voter pour Poilievre. Non, eux, ils disent, écoutez, nous, en vous disant ça, on veut juste vous dire, la Chine tente d'exercer une influence. Ça a été... la portée de ce contenu-là a été amplifiée de manière inauthentique, mais... Ils veulent pas aller plus loin que ça, finalement, dans l'analyse. C'est juste de dire, écoutez, il y a de l'activité inauthentique, puis la Chine tente de s'ingérer. C'est pas mal ça, le message. C'est comme si, puis il aurait pu terminer en disant, je dis ça, je dis rien.
C'est un peu ça. Un petit peu ça. Mais moi, l'élément le plus clair et limpide, et c'est important de le rappeler, qui émane de ce groupe d'experts, c'est qu'il conclut que cette activité ne nuit pas à la capacité du Canada à tenir des élections libres et équitables. Donc, là-dessus, au moins, c'est clair. Mais encore là, quand on parle de est-ce que ça nuit à la possibilité de tenir des élections libres et équitables, ils ont aussi jugé que c'est le cas pour l'histoire de Kenny Chiu. Ouais. Comme ils ont un protocole qu'ils peuvent déclencher s'il y a un élément d'ingérence ou de désinformation qui est tellement grave, tellement important que ça peut être une menace sur la tenue d'une élection libre. Mais puis à la conférence de presse lundi, il y a un journaliste qui leur a demandé et ils ont dit c'est multifactoriel, on prend en compte plusieurs choses. Le fait que, par exemple, ça se passe sur une seule plateforme, c'est un des éléments qui permet de dire que ça peut avoir un impact. Mais encore, ce protocole-là n'a toujours pas été enclenché et il y a eu des incidents assez graves dans les dernières années. Fait qu'est-ce qu'un jour ce le sera? C'est quoi qu'il va falloir? Est-ce qu'il va falloir qu'on soit comme dans la fameuse série L'Indétectable disponible sur tout.tv? Tu sais, où est-ce que c'est une candidate politique, où est-ce qu'il y a un deepfake indétectable d'elle qui sort, puis là, on sait pas si c'est vrai ou pas, puis tu sais, ça cause de la confusion, puis là, est-ce qu'il va falloir un incident de cette gravité-là pour que le protocole soit enclenché? Ça reste à voir, puis encore aujourd'hui, c'est un peu nébuleux. Qu'est-ce qui mènerait au déclenchement du protocole? Salut, une précision importante s'impose parce qu'il y a de nouvelles informations qui ont surgi après qu'on ait enregistré le segment que vous venez d'écouter et de regarder. En fait, au lendemain de notre enregistrement, Nicolas s'est entretenu avec les experts affiliés au Media Ecosystem Observatory de l'Université McGill qui ont eux aussi analysé de fond en comble cette opération ou cette soi-disant opération d'information sur WeChat. Alors, selon eux, écoutez bien ça, premièrement, la chaîne en question s'adresse surtout aux personnes qui résident en Chine et non aux Canadiens d'origine chinoise. Grosse nuance. Ensuite, l'engagement lié aux publications sur Mark Carney ne montre pas de preuves irréfutables de manipulation artificielle. C'est une possibilité bien plus qu'une certitude. Aussi, la publication qui a reçu le plus d'interactions n'était que dans le 77e percentile de publications avec le plus d'interactions sur la chaîne lors du mois de mars. Ça, c'est très peu. Autre observation des experts de McGill, peu ou sinon pas de Canadiens ont commenté les articles en question. Et là, je les cite, les experts. Rien n'indique que ces articles se soient distingués d'une manière qui suggérerait une amplification ciblée ou un intérêt exceptionnel de la part du public. Fin de citation. Mais une chose demeure possible, ajoute-t-il. En terminant, les articles en question, selon les experts de McGill, ne prennent pas position de façon marquée pour ou contre Mark Carney. En somme, tant les experts de McGill que notre équipe estimons que le dévoilement de ces informations-là par les groupes d'experts fédéraux donne lieu à plusieurs discours en ligne à l'effet que la Chine appuie Mark Carney, ce qui est faux, ce qui est trompeur, ce qui est de la désinformation. Fin de précision. En tout cas, si ça provoque chez vous des réflexions, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça à travers les courriels. On va rester dans le giron de la campagne électorale ou le giron électoral, disons, pour aborder juste un petit ajout sur un élément de nouvelle qui a capté notre attention sur le fait que le ministre Jean-François Roberge, ici au Québec, là, on n'est plus dans le giron fédéral, mais au Québec, a déposé donc un projet de loi qui vise à préserver, là je cite, l'intégrité du processus électoral ici, donc au Québec, de le préserver contre les dangers de la désinformation. Ce qu'il fait finalement, c'est simplement appliquer les recommandations d'élection Québec. C'est une révision cyclique des normes et des règles en place, là. C'est ça. Il y a plusieurs mesures liées à la désinformation. Il y a d'autres mesures aussi là, afférentes, mais on va se concentrer sur celle-là. Ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, les gens qui posent certains gestes pourraient être passibles d'une amende allant de 1 000 à 10 000 pour une première infraction. On parle d'usurper l'identité d'un député ou encore utiliser en toute connaissance de cause une fausse représentation de l'image ou la voix d'une de ces personnes. Donc, on peut parler carrément de diffuser un deepfake, par exemple, vocal ou encore d'image de quelqu'un, mais dans le but de désinformer. Donc, l'objectif est aussi important là-dedans. Il faut que sciemment la personne sait qu'elle est en train de mentir puis qu'elle veut diffuser ces informations-là dans le but d'influencer une élection. Donc, il y a vraiment des balises assez claires là-dessus. Fait qu'on voit finalement une possible loi, parce qu'elle n'est pas encore adoptée, mais qui pourrait venir légiférer sur les deepfakes électoraux au Québec. Et qui ne place pas, si je comprends bien, le gouvernement dans la peau de l'arbitre qui détermine ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pas ça l'idée, là. Non, exact. Ouais. Puis, donc, pour être clair, l'utilisation de l'IA qu'on voit souvent en ce moment, qui est genre de créer des caricatures, ça serait permis parce que le but, c'est pas de désinformer. C'est ça. Donc, tu aurais le droit de... La satire et l'humour sont respectés. Ou comme
usurper l'identité d'un candidat, mais pour faire une parodie, tu aurais le droit de faire ça. Oui, c'est ça. On parle vraiment de diffuser des fausses informations en pleine connaissance de cause. Il y a quelques autres points. On parle de diffuser intentionnellement de la fausse information sur la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l'appartenance à un groupe, d'un élu ou d'un candidat. Affirmer faussement qu'un député a été déclaré coupable d'une infraction à une loi. Tenter d'influencer le résultat d'une élection en diffusant des informations erronées sur le déroulement du scrutin aussi. Fait que ça reste quand même assez large, mais bon, on essaye finalement de devenir sévère contre les fausses informations qui circulent. Donc, on parle vraiment d'une intention claire de désinformer. Ce qui est soulevé dans l'article du Journal de Québec à ce sujet-là, ce qui reste à savoir maintenant comment Élections Québec pour retrouver les utilisateurs cachés derrière des comptes anonymes. Ah oui, si j'ai un compte X puis que je diffuse n'importe quoi. Surtout que X n'est pas très avenant à collaborer avec des choses comme ça. Donc, ça. Il y a une difficulté dans l'application de la loi dans ces cas bien précis, là, si ça devient une loi. Là. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Comme tant de choses. Voilà. Alors, parlons maintenant de Reddit, donc lancé en 2005, 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels au Canada. C'est, sachez-le, le 9e site le plus visité au monde en février dernier. Et donc, Reddit... c'est un joueur important dans l'écosystème numérique. On l'aime bien au décrypteur, cette plateforme-là, pour un tas de raisons. Pour les journalistes, c'est hyper intéressant et pratique. Et c'est d'autant plus important d'en parler en période électorale dans un contexte où les nouvelles ont été retirées des plateformes Meta. Alors, on a voulu savoir comment ça se passait dans les subreddits, dans les forums de discussion sur Reddit qui portent sur l'élection et qui doivent eux aussi, donc forcément, faire face à de possibles risques potentiels d'ingérence et de présence potentielle de réseaux, de comptes robotisés. Alors, conclusion de ce deep dive, comme on dit, de ce plongeon dans le monde des subreddits, Nicolas? Oui, bien c'est ça. Il faut préciser, là, on parle de Air Canada et de Air Québec, donc les deux sous-reddits principaux qu'utilisent les gens ici pour s'informer, finalement, notamment parce que depuis, justement, que les nouvelles sont interdites sur Facebook, c'est rendu des lieux de partage d'informations quand même assez populaires, des liens de toutes sortes, des discussions aussi qui ont lieu là-dessus. Donc, j'ai parlé avec des modérateurs de ces deux sous-reddits-là pour savoir comment est-ce qu'ils géraient justement le flow électoral. Des deux côtés, on parle quand même de mettre des mesures en place pour seulement permettre aux gens qui ont déjà interagi dans la communauté et qui ont un karma positif de venir commenter ou même de publier des liens sur les sous-reddits. Pour ceux qui ne savent pas, le karma, Oui, c'est ça. Donc, d'avoir obtenu des votes positifs. c'est ça, des interactions positives avec la communauté. Comme si tu écris un commentaire, les gens peuvent voter. Là, ils peuvent voter positivement pour que ça apparaisse plus haut, puis négativement pour que ça aille plus bas, dans les commentaires, mais aussi les publications dans les forums. Donc, si tu écris beaucoup de commentaires, puis les gens votent positivement, ben là, ça te donne du karma. Ça indique que la communauté aime ce que tu dis, en gros. C'est ça. Donc, les deux sur Reddit principaux canadiens et québécois à qui j'ai parlé ont mis en place des mesures comme celle-là. Et bien sûr, il y a une modération plus accrue qui a lieu aussi des deux côtés. On essaie de surveiller ce que publient les gens, voir s'il y a des tendances qu'on peut déceler dans leurs publications. Par exemple, du côté d'Air Québec, il y a quand même 310 000 abonnés. C'est pas rien. Ben, c'est pas rien. Le modérateur à qui j'ai parlé, il m'a dit, on a vu un utilisateur en particulier qui utilisait beaucoup des lignes de communication d'un seul parti. Il publiait beaucoup de commentaires par rapport aux lignes de com d'un seul parti, donc on a décidé de le bannir du sous-Reddit. Puis justement, il me disait que les règles qu'ils ont mis en place sur Air Québec, ils jugent qu'elles sont assez efficaces parce que précédemment, l'élection provinciale de 2014, il n'y avait pas ces règles-là et il avait remarqué que plusieurs des fils finissaient par être déraillés par des partisans d'un parti en particulier qui prenaient d'assaut les sections commentaires. Il m'a dit, c'était même plus des discussions, là, c'était vraiment juste des militants d'un seul et même parti qui venaient occuper l'espace. Donc ça, c'est un des enjeux. Sinon, il y a aussi l'enjeu de manipulation, justement, des votes positifs ou négatifs, parce que, comme tu le disais, Jeff, si les gens votent positivement un contenu, il est davantage visible sur les Reddit ou dans les sections commentaires. Donc, on essaie de protéger aussi ces communautés-là contre la manipulation des votes comme ça. Ça, par contre, les modérateurs n'y peuvent pas grand-chose. Il y a des mesures déjà en place sur Reddit pour empêcher une manipulation comme ça, mais c'est la plateforme elle-même qui l'assure. C'est pas les modérateurs. C'est ça. Donc, Air Canada, ils m'ont dit, ça serait le fun, qu'on puisse savoir c'est quoi l'historique de vote des comptes. On a déjà demandé à Reddit de nous
donné ces permissions-là. Ils Ouais. n'ont pas pu les avoir. Mais bon, les modérateurs d'Air Canada m'ont dit tout de même, ils ont pu repérer. Faut préciser, ouais. À chaque fois que tu dis Air Canada, on pense à Air Ah oui. Canada. Parce que les subreddits sur Reddit, Ouais, ouais. c'est tout le temps Air, puis après ça, Barre le nom. oblique, Fait que c'est ouais. Air Québec, Air Canada. Donc, c'est pas, Juste mentionner, c'est pas les avions de ligne Air Canada. là. le modérateur d'Air Québec à qui j'ai parlé, là, il voulait insister sur le fait de dire sous-Reddit et non subreddit. Il voulait vraiment franciser Ben, c'est bien. le terme. Mhm. D'accord. C'est quoi ça? Je suis d'accord. Non, c'est juste, ça fait longtemps que j'utilise Reddit. Moi aussi, Puis ouais. sous Reddit, ça passe pas, mais oui, j'accepte le commentaire. Non, je le mentionne. Parce que moi aussi, quand j'ai parlé, je disais, le sub, il dit, moi, je préfère sous Reddit. Le sous, ça marche pas. Il dit aussi, mettons, positivote, négavote, au lieu de upvote, upvote, downvote. downvote, Fait que, ouais, mais ok. il essaie de tout Il y a une franciser. terminologie. Voilà, mais il y a quand même un potentiel de manipulation sur Reddit. On s'entend, à l'automne 2023, il y a eu des sous-Reddit de villes albertaines, de petites villes albertaines qui, dans leur bilan de fin d'année, ils ont observé que plusieurs des comptes les plus actifs étaient russes, donc provenaient de la Russie. Tiens. Donc, il y a déjà eu des tentatives de manipulation dans des communautés canadiennes. Dans ce cas-là, les modérateurs soupçonnaient qu'il y avait peut-être des campagnes d'influence sur leur sous-Reddit. J'ai appris aussi, après avoir publié mon article comme infolettre, il y a le Samara Center for Democracy qui a fait une étude du contenu sur Air Canada et ils ont trouvé certains éléments assez intéressants sur lesquels j'aurais aimé interroger les modérateurs si j'avais su ça avant. Mais on parle de 9 utilisateurs qui étaient responsables pour 28% des publications ok. sur Air Canada. Donc, c'est quand même un petit groupe de gens responsables pour beaucoup des publications. Le Samara Center, quand même, qui précise que dans ce cas-là, on ne parle pas vraiment de contenu toxique ou néfaste. C'est plus des gens qui initient des conversations en publiant plusieurs liens. On l'observe aussi sur Air Québec. Il y a peu de comptes qui publient beaucoup de liens, Donc, qui suscitent beaucoup de discussions. Donc, c'est pas pour dire que les conversations sont manipulées. non, mais il y a des utilisateurs hyperactifs. Ben, on voit la même chose Ben- sur d'autres plateformes comme X aussi, là, où Ouais. la majorité des publications proviennent d'une minorité de comptes. C'est une dynamique. La plupart des gens participent pas vraiment aux discussions. Là, Ouais, observe passivement. observent, vont peut-être écrire un commentaire ou C'est deux, ça. mais comme Mais il y en c'est a qui vraiment sont pas tout le vraiment, monde qui vont publier à toute la communauté. Là. Il y a des gens qui sont carrément gênés de publier dans ces forums-là. Tu sais. C'est ça. Donc, c'est pas pour dire, comme justement, même eux, dans leur rapport, ils disent, ben, le but, c'est pas nécessairement de dire que la discussion est manipulée ou quoi que ce soit, mais c'est de vous dire que sachez que ces quelques gens-là ont énormément de pouvoir, finalement, sur la discussion, mais leurs intentions, selon ce qu'ils observent, ne sont pas néfastes non plus. Là. Dans les commentaires qui se trouvent au bas de ton article, j'allais lire ça par curiosité. Non, mais c'est parce qu'il y a des points de vue qui peuvent sembler légitimes, tout à fait, qui sont légitimes dans le sens où ça a son mérite dans la vaste discussion publique. Il y a des personnes qui disent, ouais, mais attention, Reddit, là, c'est, selon eux, une chambre d'écho en ce qui concerne la neutralité politique, parce que le débat est impossible, écrit-il, entre personnes de différentes idéologies politiques en bannissant toute opinion conservatrice. Donc, il y en a qui évoquent le fait que les opinions conservatrices ont moins droit de citer dans ces sous-Reddit-là, que c'est davantage des opinions progressistes que l'on voit en vaste majorité, donc des gens qui se sentent moins représentés. Voilà pourquoi, écrit une autre personne, on a dû créer des subs secondaires comme Air Canada Sub et Air Québec Libre pour pouvoir discuter avec nos opinions davantage reflétées. Puis il y a des penchants à gauche aussi. Par exemple, il y a Meta Québec. Qui existe, qui même, en fait, je sais pas si c'est ironique ou pas, là, mais il s'identifie même comme communiste carrément. Là. C'est vrai qu'il y a des sous-Reddit alternatifs à gauche comme à droite, mais justement, les modérateurs d'Air Québec et Air Canada, ils m'ont dit, ben nous, on veut s'assurer qu'il y a une discussion saine, on laisse les gens exprimer leur opinion, tant qu'on tombe pas dans du racisme, sexisme, si on manque de respect aux gens. Puis j'ai reçu même des courriels après la publication de l'article qui me disaient qu'Air Canada, c'est plutôt une chambre d'écho à droite. Et qu'on censure les voix à gauche. Donc, les deux sont affirmés, là, de côté comme de l'autre. Il y a eu des controverses par le passé au sujet de la modération d'Air Canada, des penchants politiques de certains des modérateurs. Certains d'entre eux ne sont plus modérateurs, d'ailleurs, mais même sur Air Québec comme sur Air Canada. Air Québec, on parle de 6 à 7 modérateurs actifs. Air Canada, on parle d'une douzaine de modérateurs. On rappelle tous bénévoles d'ailleurs. Puis dans les deux cas, on parle d'une diversité d'opinions au sein de ces modérateurs-là. Par exemple, pour Air Québec, le modérateur à qui j'ai parlé s'identifie comme souverainiste, pur et dur. Mais un autre des modérateurs d'Air Québec, c'est Farnell Morisset,
la personnalité en ligne bien connue, qui lui est un fédéraliste très connu. assumé. Mhm. Donc, encore là, c'est cette diversité-là des points de vue au sein des modérateurs qui fait leur force. Mhm. Et c'est ce qu'ils disent aussi. Puis dans les deux cas, on dit pas que les sur-Reddit sont libres de manipulation ou quoi que ce soit, ou sont libres de... Mhm. Tu sais, mais on fait le mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a C'est ça. finalement. Tu sais, j'avais déjà écrit une infolette là-dessus, je crois, l'année dernière. Depuis le début d'Internet, depuis le début des premiers forums, c'est l'enjeu principal. Tout le monde déteste les modérateurs. Tout le monde pense que les modérateurs sont contre eux. Ouais. Les modérateurs, ils détestent mes opinions, puis ils donnent avantage aux opinions des autres. C'est depuis le début d'Internet. Puis avec l'avènement des grandes plateformes, on voit la même chose. Il n'y a personne qui est content avec la modération de Facebook, par exemple. Les gens à droite, les gens à gauche, tout le monde déteste comment Facebook gère ses affaires. Une affaire qui est vraiment intéressante avec l'article de Nicolas. Puis quand il a proposé l'idée, j'étais comme, c'est vraiment... très bonne idée. C'est que Reddit, contrairement justement à des plateformes comme Facebook, Instagram ou X, c'est pas une boîte noire. Donc, on peut pas demander une entrevue au modérateur de Facebook pour voir comment il voit les choses. C'est vrai. On peut même pas savoir comment ça fonctionne. Essaye d'aller demander à Meta combien ils ont de modérateurs, sont dans quel pays, puis comment ils font pour évaluer. C'est difficile d'avoir des réponses. On peut pas avoir d'entrevue avec ces gens-là. C'est souvent des lanceurs d'alerte qui donnent des entrevues aux médias. Tandis que pour Reddit, les modérateurs qui s'occupent des communautés, ce sont des personnes bénévoles, puis on peut leur parler. On peut leur demander des questions, puis leur demander des points de vue. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant là, c'est que c'est des communautés qui sont autogérées, puis on peut en savoir un peu plus sur leur fonctionnement. Ils ont expliqué à Nicolas comment ils fonctionnent, comment ils entrevoient les défis envers les élections. Il y a au moins ça, contrairement aux grandes plateformes, qui c'est des boîtes noires complètes. Là. C'est ça, on peut plus voir ce qu'il y a sous le capot, plus facilement à tout le moins, sur Reddit. On va mettre le lien vers l'excellent article de Nicolas au bas du vidéo que vous voyez sur YouTube. Parlons maintenant des marchés boursiers. Autre semaine... On vous jure, c'est intéressant. Oui, non, mais pour vrai, je sais qu'on a beaucoup martelé l'histoire des marchés boursiers, gracieuseté Donald Trump, mais quand même, c'est intéressant. Jeff voulait amener un angle de discussion là-dessus qu'on a peu entendu. Autre semaine donc de yo-yo, marquée par des chutes brutales, des remontées tout aussi subites, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette histoire quand même assez intéressante d'un tweet ou d'une poignée de tweets qui serait notamment responsable de cette volatilité extrême, Jeff. Ben, il y a un tweet qui a causé un bond de 8% dans l'indice Dow Jones. Là. Puis on parle de quelque chose comme 3 ou 4 000 milliards de dollars. Quand même, hein? Donc, c'est quand même... On parle d'un tweet qui contenait une information erronée. Puis c'est quand même assez absurde de voir là, le marché boursier qui gère l'économie mondiale a complètement été manipulé par un tweet d'un compte anonyme. Donc, juste pour faire la petite histoire derrière ça, tout ça part d'une entrevue à Fox News avec un proche conseiller de Donald Trump, Kevin Hassett. On lui pose la question, est-ce que Trump pourrait entrevoir de mettre une pause de 90 jours sur les tarifs là, qu'il avait imposés ça, c'est en début de semaine. En début de semaine, oui. Ouais. Et puis Kevin Hassett répond, regarde, ça sera au président à décider. Ben oui. Puis c'est à lui, ultimement, qu'appartient la décision. C'est tout. Quelques minutes plus tard, sur Twitter, il y a des tweets qui disent les États-Unis vont mettre sur pause pendant 90 jours les tarifs. Les marchés commencent à exploser. Puis là, ben, CNN, les grands médias comme CNN se mettent à rapporter parce que là, on voit les investissements monter, tout vire au vert instantanément. Puis là, ben, les médias sont comme OK, ben. Il y a des rumeurs sur les réseaux sociaux comme quoi les tarifs seront sur pause, puis là, les marchés partent en vrille. Le tweet en question provenait d'un compte anonyme qui s'appelle Walter Bloomberg, qui n'a aucune affiliation. Il n'y a pas de lien avec Bloomberg. Là. Bloomberg, le média connu, le média économique connu, il n'y a aucune affiliation. Le Mike connu. Le Mike Bloomberg. Mike Bloomberg. Oh, salut, Mike. Donc, Walter Bloomberg qui a juste publié Breaking News, les tarifs vont être sur pause pendant 90 jours. Puis là, ben, ça s'est retrouvé dans des fils de presse économique qui ont pris ça comme si c'était la vérité. Donc, ben, Reuters, entre autres, qui a dû se retirer sa publication et s'excuser. Ben oui. Puis c'est complètement absurde. On parle là, d'un compte anonyme qui a vu l'entrevue, une clip de l'entrevue sur Fox News, puis qui a comme compris un peu de travers, puis a publié cette opinion-là. Les marchés ont explosé 3 ou 4 000 milliards de dollars. Incroyable. Les marchés ont bondi de 8%, puis ils ont retombé aussitôt. Là, une demi-heure plus tard, c'était terminé.
combien il y a de fortunes qui se sont créées ou qui ont été anéanties à ce moment-là. C'est incroyable. Mais il y a un autre revirement dans cette histoire-là, non? J'aime ça. Parce que là, beaucoup de monde ont rapporté quand même cette saga-là du compte Walter Bloomberg qui a comme complètement manipulé les marchés du jour au lendemain. Il a retiré son tweet, d'ailleurs. Mais la raison pour laquelle la question a été posée à Kevin Hassett sur Fox News... C'était quoi? C'est parce que c'est... le milliardaire Bill Ackman avait fait un tweet le jour d'avant. Il n'était pas content. Lui qui avait appuyé Trump pendant l'élection. Il était un grand partisan de Trump. Là, il se disait vraiment pas content parce que l'économie est en train de planter à cause des tarifs. Il comprend l'économie. Il a fait un long tweet où il a dit, regarde, Trump, tu as l'opportunité, mets tout sur pause pendant 90 jours. On va examiner nos scénarios, puis après ça, on pourra renégocier. Puis la raison pourquoi ils ont posé la question à Kevin Hassett, c'est parce que Bill Ackman avait publié ce tweet-là. Donc, Twitter a infecté la télévision, qui a réinfecté Twitter, qui a infecté les marchés internationaux. Belle époque, hein? Ben c'est ça, j'ai vu, il y a plusieurs observateurs qui disaient que ce qu'on voit en ce moment sur les marchés boursiers, c'est quasiment comme des meme coins. On en a parlé il y a quelques semaines. Stocks, en fait. Mais c'est ça, c'est tout basé sur, en bon français, les vibes sur les réseaux sociaux, puis en particulier les perceptions sur X. Donc, c'est basé sur des rumeurs. On essaie de voir, OK, ben est-ce qu'on a peut-être une opportunité de savoir qu'est-ce que Trump pense? Puis là, ben, tu vois un tweet passer, puis tu mets... C'est comme un casino, dans le fond. Comme un casino. Et puis, dans ce vaste casino, il y a lui-même le président qui joue un peu le jeu. Hein? Parce que quand il y va d'une publication sur Truth Social, où il encourage les gens, justement, à faire des manœuvres sur les places boursières, c'est un peu ça. Ben, c'est ça. Puis aussi, cette administration-là communique par Truth Social et donc l'entremise de X aussi. Il avait qualifié justement cette nouvelle-là de fake news. C'est là où les marchés avaient subitement baissé. C'était pas une conférence de presse officielle ou une entrevue avec un média. Là. C'était le compte de la Maison-Blanche qui dit fake news sur X. Donc, c'est quand même assez particulier. Puis, il faut quand même le rappeler, la fameuse pause de 90 jours, elle a finalement eu lieu, mais 2 jours plus tard. Donc là, le monde était comme « Ah, finalement, c'était vrai, tu sais. » Écoute, essayez de démêler ça. C'est not financial advice. Non, on peut pas dire que Twitter a plus d'influence, en tout cas. X. My bad. Non, c'est ça. C'est justement, surtout quand il y a trait au marché boursier, la crypto, tout ce qui est financier. Ouais. Tout ce monde-là sont plugués sur X. Exactement. C'est des vases communicants. Donc, c'est une plateforme qui a encore beaucoup d'influence. Mais l'affaire, c'est que le compte Walter Bloomberg, il y a un crochet bleu. À une autre époque, il n'aurait pas eu de crochet bleu parce que c'est un compte anonyme, c'est pas une vraie personne, Walter Bloomberg. Et il y a un crochet bleu, donc il y a plus de visibilité. Donne plus de visibilité. Puis je pense que quelque part dans notre cerveau reptilien, là, je sais que ça n'existe pas, le cerveau reptilien, mais le fait d'avoir un crochet bleu, encore, c'est un réflexe de percevoir ça comme étant un peu plus officiel. Un gage de crédibilité. Là, tu vois le nom Bloomberg, il y a un crochet bleu, il y a les gyrophares, breaking news, puis là, ça dit que Trump met sur pause. En tout cas, ça a causé un gros imbroglio dans les marchés boursiers, dans le vrai monde. Encore une fois, les réseaux sociaux qui déteignent sur le vrai monde. Tu parles de vibes. Moi, c'est le vibe que j'ai depuis un certain temps, c'est que l'arrivée des crochets bleus sur X payants, ça a beaucoup contribué à changer l'environnement médiatique au Québec aussi. C'est pas quelque chose que je peux chiffrer, mais on le sent. Il y a des voix qui ont davantage d'influence maintenant. Et on peut corréler ça, du moins, à leur présence accrue sur X grâce à leur crochet bleu. Je lance ça comme ça. J'espère qu'il y en a qui tireront des leçons de tout ça, qui prendront note de tout ça. Gardez ça à l'esprit, ce genre de choses-là qui peuvent distorsionner un peu notre perception des choses individuellement et collectivement. On va passer à la dernière... Juste me moucher, les amis. Bon, alors, pour la dernière portion de notre discussion, je vais l'introduire. Je ne lui ai pas demandé la permission en parlant d'une de mes filles qui est revenue. Donc, il y a quelques jours du cinéma. Elle est allée voir Minecraft, le film. Elle ne connaît pas beaucoup le jeu. Elle ne joue pas nécessairement à ça, mais elle a des amis qui jouent. Bon, par effet d'entraînement, elle est allée. Puis elle est revenue en me disant hey, c'était incroyable ce à quoi j'assistais dans la salle de cinéma. J'avais jamais vu rien de tel. C'était bondé déjà en partant. Puis les gens étaient carrément hystériques. J'ai demandé un peu, c'était quoi? Puis elle a la difficulté à me décrire
ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle voyait, la scène à laquelle elle a assisté, semble se reproduire dans bien des salles de cinéma où est projeté ce film-là. Et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, à quel point il y a quelque chose qui se passe. Là. Le nombre de vidéos qu'on a vues sur TikTok, sur X, sur Instagram, de gens qui assistent à des représentations de Minecraft, puis le monde perd la raison. Là. Ça se lance du popcorn, il y a des gens qui crient, qui applaudissent. Je pense qu'on a un extrait. C'est fou, là. Ouais, c'est fou. Puis ils font. Mais décris un peu ce qu'on voit dans l'image pour ceux qui nous écoutent. Écoute, le monde sont en train de lancer du popcorn partout. Ils ont comme des lances confettis aussi qui laissent aller. Ça crie, c'est la folie. Ça applaudit. Il y a du monde qui sont en train de se tenir. voyons. Des adultes aussi. Là, Ouais, non, c'est qui sont pas en train juste de des virer jeunes. fous. puis- Non. Mais comment vous expliquez ça? Ben, c'est. Écoutez, Minecraft, jeu pour une certaine génération, que c'est le jeu de leur enfance, là. Je veux dire, ça a sorti il y a quoi, 15 ans à peu près? C'est un bout. C'est un des jeux les plus populaires. Tu sais, de notre génération, c'était peut-être Super Mario. Pour cette génération-là, c'est Minecraft, c'est le jeu. Puis là, ils l'ont devant l'écran. Le film a plein de petits clins d'œil au jeu auxquels les gens réagissent. C'est ça. Puis cette scène-là, cette scène qui capte tant l'attention, c'est quand un personnage arrive sur un poulet, là. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Ben, tu le dis bien, un Il poulet, est ouais. assis sur un poulet. Et ça, c'est moi, j'ai pas joué à Minecraft, malheureusement, mais ça, on appelle ça un chicken jockey dans le jeu. OK. C'est un personnage qui apparaît très rarement. Là. C'est comme un zombie qui apparaît sur un poulet. Et donc, quand ça arrive dans le film, le monde crie chicken jockey, puis là, il commence à virer fou. Puis c'est vraiment devenu comme un phénomène réseaux sociaux. Puis c'est pas le premier. Je veux dire, Mais non. Wicked aussi, qui est sorti l'an Les dernier. mignons aussi, il n'y avait pas des gens qui allaient déguiser, mais c'était moins hystérique. Ouais, là. mais c'est le monde, il se pointait Ouais. comme en complet. C'est ça. Mais puis c'est il tout, portait- mais c'est tout, là. C'est ça. Alors que Wicked aussi, ça avait soulevé des Wicked. débats sur le comportement des gens au cinéma parce que là, tu sais, on en parle de manière positive. Tu sais, même ta fille qui est allée, elle a dit que c'était malade et tout ça. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi des employés de cinéma qui rapportent sur Reddit, entre autres, justement, à quel point que leur salle de cinéma C'est dégueulasse. est après, là. dégueulasse après. Et apparemment qu'il y a des gens qui ont brisé des bancs Ben voyons donc. en étant Ouais, non, là. mais c'est du vandalisme. Sur Ouais. une des vidéos, on voit même que le film arrête Ouais. à ce moment-là parce que j'imagine que les employés. Fait que ça cause des problèmes pour les cinémas. Là. Mais c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années, là, que les films. La réaction des fans envers un film devient un meme, puis là, ça s'encourage. Ouais, On c'est l'a ça. vu avec Barbie. Puis, la fameuse saga Barbenheimer, là, où Ouais. les gens allaient voir Barbie déguisée en Barbie, puis tout. Puis ça devient comme un effet d'entraînement que les gens aiment ça participer au cinéma. Donc, Non, mais un événement, c'est cool. Mais faire du grabuge, c'est un peu Non, moins ça, c'est cool. une autre chose. C'est Mais- ça le. Mais les gens se mettent en scène. mais tu sais, c'est sans pas le la faire fin. même Je veux sur dire, les réseaux sociaux. dans les années 70 ou 80, le film Rocky Horror Picture Show, Ouais, là, où exact. les gens vont. Puis, Ben je veux oui. dire, si tu t'en vas là pour écouter le film calmement, oublie ça. Là, Non. c'est participatif. Les gens arrivent déguisés, ils crient les. Oui, ça les, continue. Hein, d'ailleurs, c'est à tous les ans au cinéma Ouais, du Parc ici à Montréal. Le phénomène plus récent, c'est The Room. Ouais, absolument. Qui a des représentations à Montréal. Je pense qu'il y en a une au mois de mai. Mhm. Super le fun, là, Ouais. aller à ces représentations-là si tu tripes sur ce film-là, parce que le monde font juste crier les répliques puis tout. C'est vraiment participatif. Là, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont amener leurs enfants voir Minecraft puis peut-être être surpris. Ben là, il y a des cinémas qui ont mis des règles maintenant. Aux États-Unis, il semblerait qu'il faut que des mineurs soient accompagnés d'un adulte s'ils veulent écouter Hey, le film. ça devient sérieux. Ça devient sérieux. C'est rendu un film 16 ans et Aïe, plus. aïe, aïe. Mais je pense que c'est ça l'affaire, Incroyable. c'est que, tu sais, est-ce que ces incidents-là problématiques, c'est dans une minorité des représentations, probablement. Mais tu sais, ça soulève quand même des débats, même juste sur l'usage du téléphone dans les Je sais, salles. toi, ça vient de chercher, Nicolas. Oh, man. Une petite montée de lait. Mais moi, je suis un peu. C'est ça, j'ai un problème avec ça. Ben, ok, je vais Dis-le. reformuler. Non, dis-le publiquement. Non, mais moi, je suis du type que même si je vois quelqu'un sortir un téléphone pendant un film, ça m'enrage. Là. Moi, je veux vraiment. J'y vais pour qu'il soit immersif. Je veux pas de lumière qui est distrayante dans la salle. Fait que moi, personnellement, j'ai un problème. Mais là, encore, moi, je serais quand même intéressé d'aller voir une représentation de Minecraft, sachant que c'est ça. Ouais. Tu sais, Ouais. fait que c'est tellement spectaculaire que je pense que dans ce cas-là, c'est peut-être correct. Ouais. Tu sais, mais si je m'en vais voir Oppenheimer, justement, en 70 mm, t'es mieux de garder ton téléphone dans ta poche. Hey, Tu sais? vous êtes avertis. Hein? Si vous voyez Nicolas dans la salle, Mais c'est droit. je suis allé puis on- voir, j'étais allé voir cet hiver, ils ont remis Interstellar en salle, Ouais. en IMAX. C'était cool. Mais le gars à côté de moi, il sortait son téléphone puis il filmait toutes les grosses scènes. Puis il était de même, tu sais, avec son téléphone. Puis collé. As-tu réagi? As-tu fait quelque chose? Ben,
J'étais quand même passif-agressif, dans le sens que un moment donné, je cachais, je mettais ma main pour pas qu'il y ait la lumière de son téléphone, Il tu vois. il a pas réagi? Il a arrêté de le faire. Je sais pas si c'était à cause de moi. Mais s'il continuait, j'allais dire dude pour vrai. Là. C'est comme. Le film est sorti il y a 10 ans, t'es pas obligé de le filmer, tu sais. Mais dude, je t'avais payé 20$ pour écouter un film qui est déjà sorti, il faut qu'un gars côté de moi filme. C'est quoi cette histoire-là? J'adore. Quand il s'indigne comme ça. En passant, Oui. moins bon que dans mes souvenirs Interstellar. OK. C'était correct. C'est noté. Ouais. Nicolas, critique de cinéma. Et puis un jour, peut-être, Décrypteur, le film. Ça reste à voir. Ça a été un plaisir de jaser avec vous, comme toujours. Imagine Toujours. dans le film du Décrypteur, quand quelqu'un va dire Jates, là, tout le monde va capoter. Ben oui, parce que les références. Si vous voulez proposer des scénarios pour le film Les Décrypteurs, allez-y gaiement, puis on verra ce que ça va donner. Ça a été, comme toujours, comme je le disais tantôt, un plaisir de jaser avec vous et avec vous, que vous faites partie, donc, je le rappelle, de cette discussion semaine après semaine. On est choyés, privilégiés de vous savoir parmi nous. Ça se poursuit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Continuez à nous écrire. Faites-nous part de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions. Ça nous abreuve, ça nous inspire et ça nous fait rire et chaud au cœur. Prenez soin de vous. Allez, salut.